Vous m'entendez au fond ou, Bonsoir. Oui, ça va. Voilà. Bonsoir. Buonasera. Salut. Attends, on va changer parce que je suis... Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la boutique Potemkin. On est très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une boutique de DVD. On existe depuis une quinzaine d'années. On est également éditeur DVD. Et les rencontres existent depuis 10 ans. On accueille régulièrement des réalisateurs, des réalisatrices, des critiques, des comédiens. On profite de la sortie de DVD ou de livres, d'ouvrages, pour mettre en avant un réalisateur, un travail, des films, parler des films. Et puis cette semaine, on est très heureux d'avoir avec nous Alice Rampacher, qui nous a fait le plaisir de venir et dont c'est la première venue, je crois. Alice, tu ne connaissais pas la boutique? Les noms de la boutique, oui, mais j'ai jamais été ici. Tu n'étais jamais venu. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Judith Rovodalov et Eva Markovic. Alors, donc Judith, tu es la responsable des cinémas du département culture du Centre Pompidou. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et Eva, tu es également programmatrice. Ouais, c'est ça, et tu fais partie du comité de réaction des Caillettes, je crois, également. Donc, pourquoi parce que vous avez, vous avez été à l'origine peut-être de ce livre d'entretien. Vous êtes allé voir Alice, puis vous avez parcouru toute sa filmographie, son travail. Voilà. Donc, on est très heureux de vous recevoir tous les trois. Donc, Alice, oui, alors peut-être déjà ce qui se passe au Centre Pompidou, parce qu'il y a une actualité, comme on dit. Peut-être, Judith, dis-nous deux mots sur cette idée, et puis cette volonté de mettre en avant le travail d'Alice. Ça fait évidemment plusieurs années qu'on suit et qu'on admire beaucoup le travail qu'Alice a entrepris depuis Corpo Celeste en 2011, découvert à la quinzaine. Et en voyant qu'elle préparait la Chimère l'an dernier, et que nous avions la possibilité d'une invitation avec une exposition, ce qu'Alice n'avait jamais fait, on s'est dit que le moment était peut-être venu de tenter notre chance. Et donc on a écrit un mail d'amour à Alice. On lui a proposé d'investir l'espace d'exposition du centre qui peuvent se déployer des expositions de cinéastes. Vous avez peut-être vu avant les expositions de Tsai Ming-Liang, de Richard Linklater, de Naomi Kawase. Il y a beaucoup de cinéastes qui sont passés par là. Et Alice nous a répondu très vite, c'était il y a un an, Oui. En nous disant que c'était le plus beau cadeau de Noël. Oui. Et voilà, donc on a beaucoup travaillé depuis. Ça a été une aventure de production sur l'exposition qui est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Grève, Non, ces derniers temps. non, ça va. Ouais. Ces jours-ci, ça va. Donc venez la voir, elle est en accès libre au niveau -1 du Centre Pompidou et elle est inspirée par la Chimère, beaucoup, par l'ensemble du travail d'Alice. Et c'est vraiment une invitation à éprouver beaucoup de ce qu'Alice déploie dans ses films à travers des décors, des installations. Voilà, c'est magnifique. Et on montre tous les films aussi. Et si vous allez voir l'exposition, allez l'après-midi. Oui. Parce que de 17h à 19h, il y a des étudiants qui sont là et qui font des actions, qui accompagnent les spectateurs. C'est un lieu vivant. Et c'est quand même aujourd'hui, j'ai passé là 1 heure, c'est quand même très beau. Ils sont très spéciaux, les étudiants. Et si vous avez la possibilité. C'est précisément, en effet, c'est très important. Puisqu'au centre de l'exposition, il y a le bar Luna, qui est inspiré du bar de la Chimère et qui est activé par ces étudiants performeurs. Donc la semaine de 17h à 20h et le week-end de 15 le week-end de 15h à 20h jusqu'au 22 décembre. Voilà. Merci. Donc, on parle de ce livre qui est édité aux éditions de l'Œil et qui est évidemment une très belle, c'est déjà un très bel objet, comme ce que fait en général l'édition de l'Œil.
Et on rentre dans tes 4 films, parce que l'entretien a été vraiment voilà, structuré en 4 parties, donc de Corpo Céleste évidemment, de manière chronologique, hein, les Merveilles, Heureux comme Lazaro, et puis La Chimère qui est en salle actuellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous insistez sur une scène charnière comme ça qui va vous permettre un peu de déplier le film et puis d'aborder un aspect du travail d'Adice. Avant de parler voilà, plus à fond de ce livre, un petit rituel ici, et je demande toujours à l'invité, c'est parce qu'on aime bien aussi faire le lien avec la boutique, ses premiers souvenirs de cinéma. Donc son premier, Alice, ta première image de cinéma, ton premier souvenir de salle de cinéma, peut-être, ou de film qui t'a marqué, toi. C'est la question terrible pour moi. Parce que je pense que chaque jour, chaque moment, peut-être, on a notre liste de films préférés qui change toujours parce que le cinéma est vivant, nous on est vivant et des fois on a envie de voir certains films, des fois on a envie de voir des autres et surtout peut-être il y a des films qui ont nous marqué beaucoup aussi pour les moments dans lesquels on l'a vu et pour moi faire les listes c'est toujours je suis perdue mais tous les films qui a les manifestes qui a les posters dans la boutique sont mes préférés. Quand même, je suis allée la première fois au cinéma très tard et les premiers films, j'ai un souvenir parce que je n'étais pas si petite. J'avais déjà vu des films en bibliothèque, dans la télé, tous ensemble, mais au cinéma, j'ai vu Look Who is Talking avec John Travolta. Et c'était une comédie américaine. Mais je me le rappelle très bien parce que c'était un film où il y avait un bébé qui parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une comédie des années 90. Mais c'est vrai, je pense que la première fois, là j'étais un peu plus grande, j'avais 16 ans, il a eu, dans une manière extraordinaire, dans une télé, dans mon lycée, la projection de À bout de souffle. Et là, c'est vraiment, ça a été comme un tremblement de terre dans ma vie, parce que j'avais une idée de cinéma. Je pensais que le cinéma c'était une chose, c'était voilà, les bandes, l'entertainment, non? C'était nous dans la campagne, ça arrivait seulement des cinémas qui fait oublier les gens qui sont au cinéma. Et là j'étais devant un film qui me faisait rappeler que je suis devant un film. Et j'ai adoré cette sensation de voir quelque chose, mais de savoir que j'étais en train de la regarder. Et que tu étais impliquée. Que j'étais impliquée. Et c'est pour ça que je pense que comme Godard, ça a été, pour moi, toujours je parle de lui parce que ça a été quand même qui m'a fait... un déclencheur. Oui, de quelque chose, même si j'avais compris rien dans le film, mais je me le rappelle très bien. Après, je suis allée le voir au cinéma quand j'étais plus grande encore, j'ai eu la possibilité. C'est quand même un film qui m'a beaucoup marqué. Après, naturellement, à l'université, j'ai eu la possibilité de voir beaucoup plus de cinéma et de découvrir la géographie du cinéma, parce que c'est pas une histoire. Je pense que quand on parle de cinéma, il faut parler des continents. Il y a les continents de l'entertainment, il y a les pays plus sauvages, un cinéma plus expérimental. Qu'est-ce que c'est ce pays sauvage, là, ce continent un peu plus sauvage qui sont les habitants? Péléchan, ah oui, c'était par exemple quelqu'un qui m'a très troublée. Oui, il y a tout un cinéma de recherche, mais voilà, pour moi c'est toujours limité parler des noms. Je peux parler plutôt d'une sensation géographique. Et je pense qu'aller voir un film, c'est vraiment comment avoir un désir de faire un voyage. Des fois, on veut faire un voyage dans un lieu très touristique. Et des fois, on a envie d'aller dans une forêt. Et de voir des films qui sont comme des forêts, qui sont un peu partout, derrière nous, Et des fois, au contraire, on veut vraiment être tranquille, calme, et voir un film qui est seulement tranquille. Mais c'est intéressant que tu parles de cette géographie, parce que dans tes films, évidemment, on retrouve, même si c'est quelque chose de très ancré, évidemment, dans ta terre, dans ton pays, dans ta région,
Tu parles de géographie et en même temps, je pense à ce que je suis allé voir la Chimère il n'y a pas longtemps, on peut parler aussi de géographie, de ce qui se passe sous terre aussi, de ce qui se passe, une géographie verticale, ce qui s'est passé dans l'histoire, comment le présent résonne avec le passé, tout ça. Donc on est vraiment dans une topographie pour le coup dans tes films. Toi, tu as fait tien ces voyages-là et tu les mets dans tes films aussi. Oui, je pense que c'est toujours... et des fois, il y a des liens entre des réalisateurs qui sont des liens géographiques. Comment il y a des réalisateurs qui sont loin dans le temps et dans l'histoire du cinéma qui sont beaucoup proches parce qu'ils habitent dans les mêmes pays. Mais quand on lit des articles sur ton travail, c'est vrai qu'on essaie de le relier au grand maître italien, on parle beaucoup de Paso Hagel. Voilà. T'étais en retard hier, t'es en retard aujourd'hui. Cohérence. Voilà. Je venais faire la piste, excusez-moi. Donc Gaël Técher, des éditions de Log, qui a édité le livre. Merci à l'éditeur. Voilà. Merci. Calice dédicacera à 19h30. Voilà, avec toutes les infos. Et donc on fait souvent le lien avec les figures importantes du cinéma italien. Qu'est-ce que toi tu... Alors en premier, il y a un problème que tous les plus importants s'appellent Ini. Pasolini, Rossellini, et moi j'étais désespérée parce que je ne m'appelais pas Rorbagherini. Et alors j'ai compris que voilà, c'est impossible. Mais non, c'est vrai que moi, c'est étrange parce que je suis fille d'un étranger et quand même mon père il est allemand. Et dans mon pays, c'est très fort, ça, non? C'était très fort l'idée que tu es l'étranger, même tu n'étais pas là. Mais moi, je me sens très, au contraire, très... Ancrée. Oui, avec des racines très fortes dans une identité très complexe italienne. Et peut-être la possibilité de la partie étrangère de mes yeux me donne encore plus la possibilité de voir ces racines et je crois que les grands réalisateurs les réalisateurs que j'ai parlé avant sont des réalisateurs Rossellini, Pasolini et Fellini qui sont très différents. On pourrait penser qu'ils habitent dans des villages très loin, mais qu'ils ont tous les trois interprété très fortement une identité culturelle d'un pays très complexe et qui souvent sont identifiés comme, par exemple, Fellini, on parle de Fellini comme quelqu'un qui travaille sur les rêves, sur une autre dimension de la réalité. Mais moi, j'ai rencontré Fellini dans la réalité, autour de moi. Et je sens qu'il est toujours parti de la réalité. Je peux vraiment le voir. Et c'est la même chose pour Rossellini et Fellini, c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés quand même à la réalité. Ils ont respecté la réalité, ils n'ont pas transformé la réalité. Et oui, et toi tu le prends, quand tu parles de Fellini, moi je vois aussi dans tes films, c'est pas ce qu'il y a de Fellini, mais dans par exemple le travail que tu fais avec la troupe, le côté, cette chose-là, avec quelque chose de populaire oui. Aussi. Et comment c'est pas que il n'y a pas de calque, il y a quelque chose, comme tu dis, où tu vas chercher ça dans la culture et tu le trouves en effet, c'est vivant, tu le rends vivant. Oui, ecco, peut-être c'est tous des réalisateurs qui n'ont pas eu le cinéma comme référence. Mais une histoire de l'art, une histoire du théâtre populaire, du cirque, ou l'histoire... c'est pas des gens qui ont pensé à des films de référence. Et quand on voit... et ils sont rentrés dans la mémoire d'une identité. C'est parti d'une mémoire. Quand j'ai fait La Chimère, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, quelqu'un de vous. Qui a vu La Chimère, qui n'a pas vu La Chimère? Oui, bon, Voilà. Non, mais là, tu es en plein interstellar. Voilà, là, quand... Ça fait chaud, ça fait chaud. Quand j'ai vu La Chimère, quand j'ai fait La Chimère, souvent, ça passait des choses
Comme par exemple, il y a clairement un hommage à Rome de Fellini. Ouais. Mais je n'aurais jamais pensé de faire un hommage à Fellini parce que pour moi, c'est impossible de faire un hommage à quelqu'un si grand. Mais après, la réalité, c'était tellement insistante avec cette histoire des fresques qui disparaissent, par Disparaissent au exemple, contact de qui l'oxygène. disparaissent et tous les tombaroli, ils étaient tellement obsessionnés à dire tu dois faire une image avec les fresques qui disparaissent. Et j'ai dit non, je ne vais pas la faire. Il a été déjà fait. Mais après, comme j'ai eu comment penser, j'ai dit je pense que Fellini il a connu des tombaroli, des pilleurs de tombes, non? Et ils ont raconté à lui quelque chose. Et là, on l'a évoqué. Naturellement, qu'est-ce que j'aime, par exemple, de Fellini? Je fais une petite parenthèse, Oui. je sais pour ceux qui n'ont pas vu le film quand même, il y a une grosse partie du film qui parle des tombaroli, donc des pilleurs de tombes qui cherchent des vases étrusques, des objets d'art et qui les mettent en vente de manière clandestine, officielle, qui sont d'argent par ce biais-là. Et ça se fait par l'intermédiaire d'un personnage principal qui a ce don-là de découvrir, qui a un vide dans le cœur et qui découvre les vides sous ses pieds, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire sur le triumvirato de Leini, sur les trois grands réalisateurs, que je pense que peut-être eux, ils n'auraient pas aimé qu'on les mette tous ensemble. Mais qu'est-ce que c'est très fort dans tous les trois, pour moi, c'est que le contexte, c'est encore plus important que l'histoire. Il y a une histoire très différente, l'histoire, non, on peut imaginer son histoire, mais les visages qui racontent l'histoire, les contextes, les hors-champ, les contours, les bords de l'image, c'est toujours très important. Plus que, c'est-à-dire, il y a une histoire qui est en premier plan, mais il y a tout un monde qui est aussi très très important. Et souvent, on regarde des films qui sont tous focalisés sur une histoire et qui oublient un peu tout le reste. Mais moi, j'aime beaucoup cette sensation qu'on raconte un film, c'est comme qu'il y a vraiment une foule et il y a une histoire, quelque chose qui émerge comme une voix et après elle retourne dans notre dimension plus collective. S'il y a des questions, parce qu'on est nombreux... Pardon pour mon français, parce non, que les pensées sont plus ouais, complexes de ma capacité de parler. Et alors, des fois, j'ai... Non, alors, préparez vos questions, voilà. N'hésitez pas à lever la main, comme ça, moi j'en ai une. Non, mais j'aimerais bien que tu nous parles aussi de ta façon de travailler. Il y a beaucoup d'aspects, mais à chaque niveau du travail, du cinéma, il y a quelque chose qui est, il y a une approche très intègre et très, par exemple, tu travailles en pellicule, par exemple, une chose. Le travail avec ta chef opératrice, ton rapport à la peinture. Hélène Louvard. Hélène Louvard, exactement. Par exemple, la peinture. Voilà, avant chaque film, tu fais une sorte d'inventaire comme ça de peinture, alors de peintre italien, je crois, mais pas que. Et tu te fais tout un mur, je ne sais pas, explique-nous comment tu travailles déjà, peut-être, on ne veut pas être indiscret non plus, hein, c'est pas... C'est vrai qu'il y a toujours un peintre ou quelqu'un qui est derrière un film. Par exemple, derrière la chimère, il y a quand même les cartes de jeu et les tarots, mais pas seulement les tarots, vraiment une idée plate de la représentation, l'idée des cartes de jeu, quelque chose de très populaire, de très symbolique. Par contre, derrière Lazzaro, il y avait Watteau. Voilà, c'est ça, Gilles de Watteau. Oui, voilà. Et derrière les merveilles, il y a plutôt Piero della Francesca. C'est-à-dire, nous, on s'est très inspiré, on a beaucoup, on regarde beaucoup, on partage beaucoup d'images avec toute la troupe. Mais après, on aurait l'impression que c'est très intellectuel. Mais ce n'est pas si intellectuel que ça. C'est toujours vraiment partager des matériels et connecter chaque partie de la troupe. Normalement, ils sont tous dans son propre coin. Non? Et de chercher vraiment de les faire
nous, on a aussi la chance qu'on travaille toujours dans des endroits très loin de Rome. Et les gens ne peuvent pas rentrer à dormir à la maison. Et pour moi, c'est très important ça, parce qu'ils sont tous un peu comme dans un bateau. Ils sont obligés à partager la plupart de la vie ensemble. Et ça, c'est très... Moi, je pense que c'est très fort de couper avec sa propre vie pour faire l'expérience d'un film, même pour la troupe, pas seulement pour les spectateurs. Et après, quand je travaille, c'est sûrement, il y a comme, je fais des maps géographiques. J'ai fait des maps, des cartes. Cartes. Et eux, ils ont... moi, c'était une chose que j'ai fait entre moi. C'était eux qui m'ont dit ils m'ont forcé. Non, mais dans le livre, c'était derrière les cheminées. Mais il y a beaucoup de matériaux dedans, de dessins et tout ça. Des lieux, les cartes, oui, mais après les dessins, non, c'est la Emita Frigato, que c'est la chef d'école. D'accord. Et donc, mais voilà, je veux dire l'organicità, ecco, cette parole-là, organicité, de vraiment créer quelque chose d'organique, avec les acteurs, avec la troupe. Mais avec les acteurs, ce qui est intéressant, raconte-nous peut-être cette anecdote avec comment tu as trouvé le personnage de Lazzaro quand même. Parce que je trouve que c'est très amusant et très malin à la fois. C'est-à-dire que tu as fait un casting pour trouver, c'était quand même le personnage principal de ton film. Et donc tu as fait ce casting-là et tu t'es dit, mais en fait Lazzaro, c'est la seule personne qui ne viendrait jamais à un casting. Donc raconte-nous cette rencontre-là. Oui, on était désespérés parce qu'on allait faire les castings dans toutes les écoles et vraiment, ils avaient des jeunes très bien, je ne vais pas dire que c'était pas bien, mais vraiment pas possible que c'était Lazzaro. Et finalement, on a compris qu'il ne serait pas venu au casting. Et alors, on a fait un contre-casting, c'est-à-dire on a fait un casting faux. Et pendant que des assistantes étaient en train de faire les castings, moi et Chiara Polizzi, on est allé chercher tous les gens qui ne voulaient pas faire les castings. Et on ouvrit les classes, c'était à l'école, non? Et on ouvre une porte et il y a une classe avec toutes les filles, parce que c'était que pour les hommes les castings. Toutes les filles et un garçon. Et c'était Adriano, non? Et on dit, toi, tu veux faire les castings? Non. Et on a tout de suite compris que c'était lui. Et après, la chose plus difficile du film, c'était les convaincre à les faire, parce qu'il était vraiment pas intéressé. Et moi, je dis, c'est pas possible que moi, je trouve toujours, non, même si je prends un inconnu dans la rue, il ne veut pas faire les films. Je ne dis pas que je cherche un acteur super connu, mais... Non, mais je trouve ça intéressant de se dire que pour ce personnage-là précisément, évidemment, c'était pas là qu'il fallait chercher. Il fallait pas le chercher, il fallait le trouver, quoi. Oui. Et c'était pas lui qui allait venir au film. C'était ça, je trouvais que c'était. Mais pour tous tes films, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, même pour La Chimère. Comment tu as trouvé Josh aussi? C'est Josh qui a trouvé moi. Oui, voilà. Alors, lui, il a trouvé, mais toi, tu le cherchais pas là pour le coup. Non. Voilà, tu voulais quelqu'un de plus vieux, voilà. J'ai cherché un acteur beaucoup plus âgé et je l'ai cherché beaucoup de temps, mais je ne l'ai pas trouvé. Et aussi, je l'ai cherché disponible dans les mêmes périodes d'Hélène Louvard. Ah oui. Et ça aussi, c'est pas simple, parce qu'on cherche un acteur, mais qui a la disponibilité dans les mêmes temps, qu'on avait déjà décidé les dates de film. Mais on ne le trouvait pas. Et finalement, Josh m'a écrit des lettres. Et je l'ai lu et j'ai répondu. Et on s'est rencontrés. Il avait vu Lazzaro Felice et il était très troublé par Lazzaro. Et quand je l'ai rencontré dans une manière très surprenante pour moi-même, j'ai pensé que lui était Arthur, même s'il avait vraiment la moitié de l'âge que j'ai pensé dans ma tête. Mais je ne savais pas trop l'âge d'Arthur, non? Mais je recherchais au moins 60 ans, ou même plus.
et finalement, ça a tout changé. Mais donc tu as réécrit le personnage. Oui, il y a beaucoup de... J'ai réécrit un peu, oui, j'ai réécrit les personnages, l'histoire, et naturellement, on a changé les personnages tout autour. Voilà, ça se remplit. S'il y a des questions déjà, oui. Oui, Je sais pas. Bonsoir. Je crois que ça marche pas. Si, on voit pas. Alors moi déjà ce qui me surprend dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de vos acteurs comme d'une troupe. Et donc j'ai l'impression plutôt que en général les réalisateurs disent les acteurs. Enfin vous, l'idée de troupe, ça donne aussi un peu l'impression d'une famille que vous créez autour de vos films, d'autant plus qu'il y a des acteurs assez récurrents aussi et des actrices d'un film à l'autre, notamment votre sœur. Si, que ça c'est un problème parce qu'en effet, La Chimère, il a 40 personnages, parce que je pouvais dire non à personne. Et les prochaines, il va y avoir 60 personnages, ça serait toujours pire, non? Et, non, je pense qu'il faut démontrer qu'on peut travailler dans des manières différentes. Parce que le cinéma, voilà, là on rigole, mais le cinéma c'est aussi quelque chose de très violent. Surtout quand, au moins en Italie, quand ils arrivent dans un endroit, ils portent plein de poubelles, plein de violences, plein de situations difficiles. Ils utilisent les gens et les abandonnent. C'est quand même très dur, le cinéma. Pour les acteurs, pour les pas professionnels, pour tous, pour l'environnement. Il n'est pas un métier écologique, dans le sens humain et dans le sens matériel. Et la lutte, c'est chercher de démontrer dans une manière douce qu'on peut faire les choses dans une autre manière, qu'on peut s'occuper des gens vraiment et pas seulement les utiliser pour les films et après les abandonner. Beaucoup de gens qui travaillent avec nous après restent, font les prochains films. C'est aussi comprendre que quelque chose est passé. Je ne sais pas, je fais un exemple d'un acteur de La Chimère. Melchiorre. Il est un homme dans la bande et il est venu au casting, mais il est un paysan. Et nous, on cherchait des gens très maigres et très bas, parce que les tomberoles, les pilleurs de tombes, ils sont petits, il faut qu'ils rentrent dans le trou. Il arrive, cet homme-là, géant, avec un gros ventre. Et Chiara me dit, mais lui non, écoute, on va parler quand même avec lui. Et lui arrive et je dis, pourquoi tu veux faire ces films? Et il me dit, pourquoi mes voisins ont fait Lazzaro Felice et ils se sont très amusés. Et moi, alors je voulais aussi m'amuser comme eux. Alors j'ai dit, je te prends. Parce qu'il était tellement sincère et le cinéma pouvait vraiment faire quelque chose de bien pour lui, parce qu'il voulait vraiment avoir cette possibilité de raconter, et je suis sûre qu'il habite à la campagne, qu'il va raconter toutes les expériences qu'il a fait à ses enfants, il va les raconter, c'est-à-dire c'est une belle histoire qu'il va raconter, c'est pas seulement qu'on a utilisé quelqu'un et après on l'a jeté à la poubelle. Et voilà, c'est quand même une révolution. D'être gentile. Alors, oui, bonsoir. Bon, moi j'ai vraiment adoré ce film. J'ai trouvé qu'il était, magnifique, il était poétique, il était très profond aussi. Je crois que j'ai monté un fan club en fait. Mais c'est vraiment, je pense, le meilleur film que j'ai vu cette année, vraiment, vraiment. Alors la question sur les tombaroli, en fait, bon, j'ai bien saisi que c'est quelque chose qui est très présent dans votre région, c'est ça. Et l'idée, moi, je la trouve magnifique parce qu'il profane un peu le sacré. Et moi, je me suis dit, il profane le sacré, mais aujourd'hui, on profane tellement de choses, donc personne ne s'offusque, alors que là, on essaie de les rattraper, etc. Alors ma question, c'était, vous les connaissiez, enfin, vous saviez leur existence depuis longtemps, et comment vous avez décidé à un moment donné de les intégrer dans un projet, et alors je ne vais pas dire les exploiter, mais les intégrer dans un projet. Alors, oui, c'est
les pilleurs de tombes étrusques, c'est vraiment une obsession. Ça a été une obsession dans ma région. C'était une fièvre, une maladie. Dans les années 80-90, presque toute la population masculine, la nuit, allait chercher les tombes. C'était comme une drogue. Et Mais il y a un côté un peu chasse au trésor, quoi. On va oui, trouver parce quelque que quand chose même, de- quand on trouve même une, là c'est fini. C'est comme si tu essayes une substance. Non, parce que tu trouves un trésor et là tu veux le trouver encore. Et je ne l'aimais pas, naturellement, et j'avais même peur. J'ai pensé que c'était un peu contaminé. Ils avaient les tombaroli, non? Tu vois, on passe devant les bars, là il y a les tombaroli. Et je regarde tout droit. Et après, à un moment, j'ai compris que c'était peut-être important de parler de cette histoire parce qu'ils sont un produit d'une société. Ils ne sont pas quelqu'un qui se réveille comme ça et dit « Ah, je vais piller les tombes des Étrusques ». C'est quelque chose que nous, tous ensemble, on a produit, la société matérialiste des années qui s'impose dans les années 60, 70, et qui fait que les jeunes ne croient plus à rien et ils habitent déjà dans un monde violé, un monde profané. Et dans les films, il y a une centrale à charbon où les gens trouvent un sanctuaire. Naturellement, les sanctuaires, on l'a reconstruit, mais c'est vrai. Si vous allez à Civitavecchia et vous allez vous balader autour de la centrale, vous allez découvrir qu'il y a des tombes qui sortent de la centrale, des mosaïques, des vestiges, c'est-à-dire, je ne parle pas seulement de cette centrale, mais c'est-à-dire, on est grandi dans un monde où le pouvoir n'a jamais considéré, n'a jamais fait attention à ne pas profaner. Et alors, pourquoi à la fin les pilleurs de tombes sont des pilleurs de tombes, sont devenus des pilleurs de tombes? Parce que des fois, on se scandalise des résultats d'un procès plus long. Je ne sais pas si c'est clair en français. On se fait la scandale, mais c'est un procès. La violence Un process. vient de loin. Même la violence improvise, elle vient de loin. Mais dans ton film, tu as incorporé des vrais tombaroli, la bande rivale. Et ce sont vraiment leur métier. Leur Métier. Oui. Ah, ils sont des professionnels. payés avec Quel âge la retraite? ils ont eu des procès avec. Voilà. Oui, ils ont eu des procès. C'est vrai qu'il n'y a pas eu jusqu'au 2020, je pense. Je ne suis pas sûre l'année. Il n'y a pas eu une vraie loi claire pour. C'était il flagrante, comme tu devais être rattrapé dans les moments. Flagrant délit, quoi. Oui, parce que sinon tu avais 1000 manières de dire que tu l'avais trouvé par terre, ou que c'était ton grand-père qui l'avait trouvé et te l'avait donné. Tu sais, comme il y a un moment qu'un des pilleurs de tombes, il y a un pene, comment se dit, une chose sexuelle. Oui. Ah oui. Oui, et la police dit c'est quoi ça? C'est à l'État? Non, c'est à mon grand-père. La voiture. C'était un peu pour démontrer que quand même il n'avait pas une loi très claire et que voilà, c'était vraiment comme ça, mais la question c'était. Non, que tu aies fait tourner de vrais Les vrais professionnels, tombeurs, oui. des professionnels, Les vrais, face oui. à d'autres comédiens qui ne l'étaient Non, pas. là, je ne les voulais pas, mais je l'avais appelé comme consulante. Consultante. Mais, consultante, mais après ils se sont imposés et finalement on a dû donner un personnage parce que c'était déjà écrit un personnage mais je n'avais pas pensé à eux parce que c'est vraiment les plus difficiles. Ils sont, c'est pour ça qu'après je fais un jeu dans les films et un parle et l'autre répète toutes les choses, non, parce qu'il dit où est-ce que tu vas parce que c'était impossible de les faire. De leur faire retenir un texte. De les faire vraiment faire une scène, c'était impossible. Réalistique. Parce que eux, ils étaient mauvais acteurs. Alors j'ai pensé, il faut inventer quelque chose un peu comme
une fable, non? Il faut inventer quelque chose parce que sinon, ça sera une scène ridicule et c'est une scène importante. Alors, on a inventé que chaque fois qu'un dit une phrase, l'autre l'a dit aussi. Et comme ça, ils s'étaient occupés à penser à ça. Et c'était plus simple. D'accord. Non, mais ces questions de direction d'acteur, elles sont importantes parce que je crois que tu demandes à tes chaque comédiens. fois, il faut trouver Il faut trouver solution. une solution, un subterfuge, mais je crois que tes films sont très écrits. Oui. Et tu demandes quand même à tes comédiens d'être assez précis quand même dans ce que. Oui, on fait Il y a répétitions. beaucoup de répétitions, peu Oui. d'impro. Comment tu travailles? On fait beaucoup de répétitions, et quand ne marche pas, parce que des fois ne marche pas, comme beaucoup des acteurs ne sont pas des acteurs, sont des acteurs à la première fois, on trouve des escamotages comme l'escamotage de Il gatto e la volpe, on l'appelle le chat et la renard, que quand même, je voulais les mettre dans les films, eux, parce qu'ils sont un témoignage de cette chose terrible. Et c'était important. En effet, dans les films, ils font une partie un peu mauvaise. Mais avec tous les autres acteurs aussi, on fait des répétitions. Des fois, c'est des répétitions avec des gens qui ne parlent pas l'italien. Des fois, c'est des répétitions avec des enfants. Naturellement, je peux dire une chose qu'a dit Isabella Rossellini. Ben voilà, Elle est venue dans les films, elle a vu qu'on devait tourner dans un jour cette scène, que c'était comme 5 pages de dialogue. Et elle a dit comment est-ce qu'on fera. Elle était très curieuse. En effet, elle arrive et elle voit qu'on a fait tellement beaucoup de répétitions que c'est un peu comme un chant. C'est devenu une chanson. Et parce que les sœurs de Beniamina dans les films sont 4 sœurs, c'est pas important de comprendre qui dit. On ne comprend pas d'ailleurs. Rien du tout. C'est comme un nuage. C'est comme un nuage de. C'est une ruche. Oui, c'est une ruche. Et c'est ça qu'on voulait donner, cette sensation qu'il y a cette femme qui quand même s'il a des autres filles, des autres, elle est quand même tout seule. Parce qu'autour, elle a dit c'est un travail de musique, c'est pas un travail de cinéma. Mais on retrouve toujours dans tes films, même si c'est une grande troupe, une grande famille, mais le mélange entre des non-professionnels, vraiment des gens pour qui c'est une première expérience, et des stars, comme Isabella Rossellini, dans Les Merveilles, on avait Monica Bellucci, voilà. Toi, tu aimes bien faire se cohabiter, se frotter, comment ça se passe Oui, je pense que... Comment ça s'est passé avec Isabella Rossellini, par exemple c'est très beau de faire rencontrer des gens qui dans la vie ne se rencontrent pas. Ben oui. Et créer des occasions de rencontres. Et Isabella, elle est extraordinaire. Elle est une femme, elle est vraiment une femme extraordinaire, une grande actrice. Et aussi un symbole très important. Mais pour elle, le fait d'être fille de Bergman et de Rossellini, c'est quand même une merveilleuse coïncidence. Elle n'a pas... Elle est arrivée à prendre cet héritage et le transformer comme un enfant qui dit « Ah, incroyable, c'était vraiment mon père !» Et c'est incroyable quand elle parle avec la troupe, tout le monde la connaît, il dit « Parce que mon père, il était un réalisateur. » Et ma mère était une actrice. Tout le monde le sait, mais le fait qu'elle le dit toutes les fois, comme elle pense toujours que devant elle, il y a quelqu'un qui ne la connaît pas. Et ça, c'est une humilité incroyable, non? Normalement, tu vois des gens qui pensent « Ah, tout le monde me connaît ». Elles partent toujours de la position que les gens ne sachent rien. Et ça, je l'ai trouvé magnifique. Elle a toujours, et elle est vraiment curieuse de connaître. Mais sur le plateau, tu fais beaucoup de prises ou comment ça s'est passé par exemple avec Josh, le travail avec, Oui. ils ont quand même pas 36 000 scènes, mais bon, voilà, des scènes importantes. Oui, non, on ne fait pas trop de prises, on filme en pellicule, on a limité.
on a un maximum de prises. Ça, c'est important pour toi, le support. Oui, parce que quand même, nous oblige à arriver à une attention, une tension et une attention différente, parce que tourne, tourne et tu sens la pression de cette chose qui tourne et ça impressionne. Positive. Positif, oui. Je pense que nous aide à être tous présents. Ouais. J'ai eu un peu de mal avec votre film parce que je ne savais pas où vous regardez. L'histoire de gens m'intéressait et l'histoire des femmes, vraiment, c'est difficile. Cette femme avec ces deux gamins qu'elle cache, et puis ça, tout d'un coup ils réapparaissent. Alors, j'avais l'impression que vous vouliez absolument parler des femmes, mais qu'en même temps, enfin, l'histoire, c'est ce gars qui nous intéresse. Enfin, moi je me suis dit, tiens, un mec qui a perdu, paumé, sur le train et tout. Et puis d'un seul coup, on voit qu'il y a tout un monde féminin dans cette maison, mais qui n'est pas trop rattaché. Enfin, j'ai pas vu trop de... J'étais fatiguée, ce jour-là. mais quand même... Comme une promenade dans une forêt. Voilà. Je me suis dit, mais j'avais l'impression que vous faisiez deux films en même temps. Voilà. Même plus. C'est vrai, mais dans le même temps, c'est un peu comme faire une promenade dans une forêt où il y a soit la beauté des arbres, soit les insectes, les animaux sauvages, soit on a des choses derrière, devant, là. Mais moi, j'aime ça aussi. J'aime le fait qu'on peut... que maintenant, on a cette idée. On a, par exemple, des plateformes. On rentre dans une plateforme et écrit rire, pleurer, aventure. Mais moi, dans la vie, c'est pas comme ça. Moi, je pleure quand je rigole quand je pleure. Et il y a toujours une complexité. C'est un peu comme la Terre où on est, non? Qui a beaucoup de niveaux. Et c'est vrai, dans ces films, c'est un peu confondu, mais c'est une expérience. Et je pense que c'est comme un monde. On rentre dans un monde et on peut aussi voir, revoir. Ça change toujours. C'est-à-dire, et chaque fois, peut-être, c'est comme un tissu avec beaucoup de fils. Si on cherche de comprendre les mouvements du fil, on est perdu. Mais si on s'éloigne un peu, peut-être on voit la forme. Oui, on voit la forme d'un fleur, je ne sais pas, on voit une forme que le fil a fait. Mais il faut un peu s'éloigner. Naturellement, si on commence à chercher trouver les fils, on est un peu perdu. Mais aussi, ici, c'est une expérience importante dans un monde qui cherche de tout contrôler. Très bien. Merci. En fait, je n'ai pas vu la chimère. Je suis contente que tout le monde applaudisse, ça c'est vraiment précis. C'est pas du tout une question que j'avais posée, c'est juste qu'on continue cette conversation. On continue cette... C'est bon? On continue cette conversation, c'est bien que tout le monde ait applaudi à ce moment-là. C'est pas une question que j'ai à poser, c'est juste une petite chose que je n'ai pas vu la chimère, mais j'ai vu et revu, et revu, et revu, et revu le Corpo Céleste, les merveilles, et Heureux comme Lazaro. Je les ai en Corpo Céleste, malheureusement, il n'est pas en DVD, mais les deux autres oui. Mais Corpo Céleste, j'ai pu le voir sur mon ordinateur, sur Arte, je sais pas, enfin je me débrouille. Et en fait, c'est exactement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, sur la promenade dans la forêt. Et ça rejoint ce que dit madame, c'est-à-dire, peu importe, il y a un moyen très simple de regarder vos films, c'est de les re-regarder et les re-regarder indéfiniment. Voilà. Et je voulais juste aussi vous dire que je suis émerveillée parce que vous êtes exactement comme vos films à la J'ai fait un accord de secret avec le professeur de cinéma. Je ferai des films
film pas très compréhensible, comme ça les gens reviennent. C'est tout. On est une société. Mais merci. C'est moi qui vous remercie. Je peux dire seulement une chose, que quand j'ai fait le montage de Les Merveilles, j'ai monté avec Marco Spoletini, et là, Lazzaro et la chimère avec Nelly Quetier. En tout cas, c'est une sensation qu'il y a eu toujours, mais je voudrais parler de Marco, parce que Marco, il est un boxeur. Il est un homme très rude, il n'est pas du tout l'homme poétique qu'on peut imaginer, non, oh, il est vraiment comme ça, il est fils d'une hostérie traditionnelle romaine où quand tu demandes à manger, les propriétaires disent va te foutre, comme ça, c'est une famille très rustique. Et c'était une chose qui m'a fait toujours très penser que lui, chaque jour, quand on éteint l'ordinateur, parce que même si on filme une pellicule, on fait le montage sur l'ordinateur, il disait bonne nuit à toute la famille, et éteint l'ordinateur, et le matin c'était bonjour. C'était commencé les personnages, même si les films n'étaient pas encore clairs, on ne savait vraiment pas bien la direction, mais on avait toujours la sensation que les gens étaient vivants, que la famille était vivante. Dans l'ordinateur, il y avait une famille. Après, il n'avait pas encore un film, mais il avait une famille. Et cette sensation de vie, c'est toujours important. Encore des questions peut-être? Je vais en poser une, j'ai le droit à une deuxième. Oui. Une deuxième question à propos d'Isabella Rossellini. C'est vrai que dans Voyage en Italie, il y a cette séquence avec Pompéi et avec les corps figés, et ça tout de suite, moi ça m'a fait penser à ça, évidemment. Et pourquoi, c'est pas une question, pourquoi on choisit Isabella Rossellini, c'est évident, mais comment vous avez eu l'idée, en fait, de lui proposer de travailler avec vous? C'était vraiment un rêve, une prière. Oui, je la connaissais, je l'avais rencontrée une fois, et elle m'avait vraiment illuminée. Elle est vraiment spéciale. On n'a pas beaucoup de fils d'art qui sont si sani, come si può dire sani? Così, no? Elle est vraiment la santé, dans la tête, elle est vraiment très spéciale. Et voilà, j'ai pensé à elle tout de suite quand j'ai trouvé Josh, pas avant, parce que naturellement, si l'histoire était différente, et si l'acteur était plus âgé. Plus âgé, oui, ça n'a pas connu. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce qui vient de tes projets, ou tu n'as pas envie, ou comment tu peux dire, en général les gens disent non. Hein, mais... Non, c'est difficile de parler de comment on veut cuisiner quelque chose qu'il faut encore aller trouver. Il y a un dialecte calabrese qui dit il porco è la montagna e la caldara bolle. Les cochons est dans la montagne et tout déjà mis l'eau dans le feu. C'est-à-dire, je travaille et j'espère de pouvoir travailler. Ce n'est pas un moment simple en Italie. On a une idée de culture qui est beaucoup focalisée sur la culture enogastronomique. La culture? La culture, non, quand la raison de la culture, c'est beaucoup mis, par exemple, dans une manifestation pour les tomates oranges, pour la soupe de châtaigne. C'est culture aussi, hein? Oui, c'est bon. C'est bon? Non, j'ai écrit, je voudrais faire un travail pour les enfants, parce que je pense que, surtout dans ma génération, il y a très peu de gens qui s'occupent des enfants, et je pense que c'est très important parce que c'est aussi le public qu'on doit former. Ils sont vraiment
maintenant, ils sont très manipulés dans une idée d'image, de montage, d'histoire très violente. Et j'ai rien contre la violence qui nous révèle quelque chose, naturellement, mais il y a beaucoup aussi de violences qui nous cachent quelque chose. C'est-à-dire, il y a des films violents qui sont importants pour tous nous, pour penser à comment supérer la violence. Et après, il y a des films qui ne veulent pas aller au-delà de ça. Dépasser la violence. Ils ne voulaient pas dépasser ça. Et alors, j'ai écrit ces 6 contes de fées. C'est les contes de fées italiennes. Et j'espère de faire ces 6 petits films. Mais voilà, ça a été pensé comme projet pour les enfants. Et je me trompe, Isabelle Rossellini n'avait pas écrit des choses pour les enfants, donc je me trompe peut-être. Elle n'avait pas édité ou des choses comme ça, je trouve. Je me trompe peut-être. Mais je chercherai. Mais je sais, voilà, je sais pas si... Qu'est-ce que tu vois toi aussi qu'est-ce que tu vois au cinéma? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu vois des films? Est-ce que il y a des réalisateurs dont tu suis le travail? Comment est-ce que toi Oui, moi je cherche d'aller le plus possible au cinéma, mais par contre, dans les cinémas plus proches de ma maison, il n'y a que Spider-Man. Ah oui. Et quand on l'a vu 1, 2, 3 fois, après, c'est difficile de continuer. Il n'y a pas... Ils ont fait un jour La Chimère, parce que moi j'étais là, et après on remet Spider-Man. Ils sont un peu... c'est un super-héros différent, quoi. Et il a aussi un don. Non, comme Arthur aussi, il a un... Il a un don, oui, tout à fait, exactement. Non, mais oui, je vais souvent au cinéma, je profite beaucoup des festivals, c'est-à-dire quand je suis invitée dans des festivals, j'ai la possibilité de voir, je pense que les films qui sont maintenant au cinéma, par exemple, je suis allée au Telluride et j'ai vu pour 5 jours, 5 films par jour, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup aller au cinéma, c'est une expérience très importante. Et c'est aussi dommage qu'il faut demander aux gens d'aller au cinéma parce que c'est un peu comme demander aux gens de prendre une douche, non? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on devrait faire pour soi-même, non? C'est difficile que quelqu'un te doit obliger à aller au cinéma, non? Parce que c'est un peu la folie. C'est tellement beau pouvoir avoir une vision à côté des inconnus et pouvoir, par exemple, sentir quand on fait un petit rire, que ça devient un grand rire, une petite tristesse devient une grande tristesse, une petite peur devient une grande peur. C'est-à-dire l'idée que nous, on n'est pas si spécial. Et moi, je pense que ça, c'est important, parce que dans les moments qu'on comprend qu'on n'est pas unique, là, ça ouvre toute une perspective différente, de dire on peut vraiment se réunir. On a les mêmes pensées, on a les mêmes moments d'émotion. Moi, ça me touche beaucoup. Mais voilà, alors oui, je vais souvent au cinéma, mais surtout dans les festivals où je dois prendre le train, aller à Rome. Et je suis voilà, tous les cinémas les plus possibles. Et juste, les festivals, c'est important, j'imagine, pour la vie de tes films, le fait d'être dans les sélections, à Cannes et tout ça. Comment toi tu prends les prix? C'est important pour toi? Tu as du recul par rapport à ça? Tu penses au film d'après? Tu rencontres des gens formidables? Comment ça se passe? Les festivals, c'est important, oui. Il ne faut pas... C'est un moment très fort parce qu'on montre le film pour la première fois. Et il y a les festivals, c'est un peu comme la sélection d'un festival. C'est quand même un honneur, surtout un festival comme Cannes. Et c'est jamais... Après, c'est terrible quand tu montres un film, personne t'appelle et tout le monde dit « Ah, c'est sûr qu'il va te prendre ». Et moi, que je suis italienne, j'ai fait non parce que il malocchio ti fanno, no? Je dis ah, c'était prévisible, c'est jamais comme ça, on sait jamais. Mais le fait d'avoir une première commission qui voit les films et de retrouver et de comprendre si les films, parce que les films existent seulement dans tes yeux, dans les yeux
acteurs, des producteurs, mais le fait qu'ils sortent dans des films dans les yeux d'une commission, c'est toujours très... Ça porte beaucoup d'adrénaline. Et d'être sélectionné, c'est toujours difficile. Et pour l'instant, c'est bien passé. Bah oui, pour toi. On ne sait jamais. Alice, je te propose qu'on s'arrête là pour que tu aies du temps avec tout le monde aussi, les gens qui ont envie de se faire dédicacer donc le livre dont on parle. Et puis, je voudrais remercier encore je ne vais pas Judith donner la parole, mais parce que vraiment, c'était une expérience incroyable. Si vous allez au Centre Pompidou, et vous allez dans les horaires qu'il y a les étudiants aussi, parce que qu'est-ce qu'on a cherché de faire au Centre Pompidou? C'était pas de faire une installation, une exposition de quelque chose, mais de chercher le plus possible de recréer un peu de vie. Et je l'ai fait avec, les Mute Mago, oui, il est très vivant. C'est fait avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Mute Mago et un jardinier qui s'appelle Thierry Boutemy. Même si dans le centre Pompidou, il y a l'interdiction d'introduire de la matière vivante, des plantes, on est arrivé dans un escamotage, comme on fait avec les acteurs. On a trouvé un escamotage pour porter de la vraie vie dans le centre Pompidou. Et je voudrais remercier cette femme incroyable. Un grand merci à Alice, et puis on se retrouve vers la table de la caisse. Merci à tous.